Hop. Alors, pourquoi ce sujet sur le catch? Bon, bah déjà parce que Martin et moi, on est super fans de catch. On n'a pas commencé au même moment, mais on est super fans de catch. Donc, on a voulu vous en parler un petit peu. Donc, il faut savoir que le catch est quand même une discipline assez unique. Donc, pour certains, c'est juste deux mecs en slip qui se mettent des baffes pour de faux. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais Link the Sun a fait une vidéo là-dessus, et comme il le dit dans cette vidéo, et je trouve que sa phrase est super, tu peux tout résumer de manière débile. Tout ce qui existe sur Terre, tu peux le résumer de manière débile. Donc voir du catch, c'est effectivement voir deux mecs en calbut qui se mettent des tartes pour de faux. C'est une façon de le résumer. Mais tu peux dire aussi que voir un film au cinéma, c'est regarder pendant 2 heures un écran sur lequel on envoie de la lumière. Donc tout ça pour dire que oui, tu peux tout résumer de manière débile. Maintenant, si tu veux expliquer ce qu'est vraiment le catch, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en considération. Non, c'est Steve Austin avec le sang. Stone Cold Steve Austin. Stone Cold. Voilà. Pardon. Exactement. Alors, le catch, c'est un divertissement à base de sport, de théâtre et à la dimension participative. On va essayer de détailler chacun de ces termes. Alors, divertissement, j'ai pas besoin de l'expliquer. On dit même que c'est un show de catch, c'est pas pour rien. Sport, parce que bah, malgré les apparences, même si c'est du faux, bah, il y a quand même de sacrées prouesses qui sont réalisées dans le ring, donc qu'elles soient purement physiques, donc avec de la force, ou plus aérienne, plus acrobatique, plus gracieuse, j'ai envie de dire même. Théâtre, bah, parce que c'est du faux. C'est avant tout un simulacre de combat. Il y a une écriture derrière le match, une écriture qui est plus ou moins détaillée selon les catcheurs, qui est plus ou moins rédigée par les catcheurs eux-mêmes ou rédigée par d'autres personnes, mais en tout cas, c'est prévu à l'avance, notamment qui est le gagnant. Et il y a une dimension participative parce que c'est un spectacle vivant. Le catch a pour but de faire réagir le public et les téléspectateurs en positif ou en négatif. D'où l'intérêt de faire gagner des fois le gentil ou des fois le méchant. C'est pour raconter une histoire, c'est pour que les gens soient impliqués pour qu'ils réagissent. D'ailleurs, en général, les fans s'accordent à dire qu'un show de catch moyen, mais avec un très bon public, sera souvent bien meilleur qu'un bon show de catch, mais avec un public mort. Je pense qu'on est d'accord, Martin. Oui, bah il y a qu'à voir les shows qui se passent en France. Bon, on a toujours eu des cartes quand même plutôt décentes, mais on a marqué tout le monde parce que on est le meilleur public du monde. Oui, Mott, c'est... Oui, 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 oui. On peut en être fier. Donc pour Oui. l'instant, on a ce titre depuis quelques années, ça fait plaisir quand même. Oui, des cascadeurs, donc effectivement, si tu veux être cascadeur, vaut mieux avoir un petit côté athlétique, tout Ouais, à fait. ouais, c'est Donc, savoir réceptionner des chutes et des machins, donc exactement. Bah, c'est- pour l'anecdote, j'en ai fait pendant une petite année. Petite année. Première chose qu'on t'apprend, bien évidemment, c'est à chuter. Bah, à te muscler, à gagner en endurance, etc., à te transformer physiquement et à chuter, bien évidemment. Et après seulement, tu apprends à porter les prises. Donc ça, c'est pour la définition globale. Maintenant, moi, c'est vrai que je le définis un peu autrement. Pour moi, et c'est ce qui me plaît aussi dans le catch, finalement, pour moi, le catch, c'est tout simplement l'art de faire mal sans blesser. Le but, c'est de faire le plus vrai possible sans que ce soit vrai. Et pour ça, il y a de l'entraînement, de l'écriture, un positionnement de la caméra, des bruitages, etc. Il y a bah, du théâtre pour que tout ça soit vrai. oui, le côté théâtral. Moi qui bosse dans le théâtre, c'est vrai que j'ai la perspective maintenant. Pour moi, le catch, c'est juste des pièces de théâtre où les gens se tapent dessus entre deux, quoi. Mhm. Résumé assez simpliste, mais finalement, le côté très Bah, on ne peut pas occulter cette partie-là. oui, oui, C'est évident. les méchants très méchants, les gentils très gentils. On y reviendra après, mais voilà, il y a des côtés très. Tout est très surjoué, il y a des couleurs flashy, des machins. Le côté spectacle vivant, comme tu l'as dit, ben ouais, hein, le fait qu'il faut faire avec un public, hein, et ça fait partie du truc. Mhm. Voilà, c'est des choses qui s'expérimentent aussi en vrai, quoi, et pas qu'à travers une télé. Absolument. Euh, Cours d'histoire maintenant. Euh, le catch, on va dire que dans sa représentation la plus connue, c'est évidemment aux États-Unis.
Euh, États-Unis qui est devenu très hégémonique grâce notamment à la WWE, anciennement connue sous le nom de WWF. Donc le fédération est devenu entertainment, donc fédération est devenu divertissement quoi en gros en termes de traduction. Et à l'époque de la WWF, donc voilà, ils ont changé de nom parce que la World Wild Foundation leur a foutu un procès. Donc à l'époque de la WWF, à l'époque où on va dire le propriétaire historique de cette fédération-là de catch, c'est Vince McMahon, qui est resté à la tête du truc pendant à peu près 40 ans. Son père à lui était le premier propriétaire justement de ce territoire-là, puisqu'à l'époque, Alors là, c'était quand c'était la WWF. WWF, voilà, Faut en rajouter encore un W. c'était la World Wild Wrestling Federation. Et à cette époque-là, à l'époque du père McMahon, c'était encore un système de territoire. Donc jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, le catch s'organise donc par territoire, où euh, chaque on va dire, région des États-Unis était gérée par une organisation. Donc il y avait la WWF, il y avait Stampede Wrestling, il y avait la WCW qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bah, bref, il y avait la AWA, enfin voilà, plein de structures qui géraient localement, sur quelques États, enfin ça dépendait, mais ça allait de 2 ou 3 États jusqu'à peut-être 5, 6 États américains, une partie du Canada, etc., la Floride, machin. Euh, et il était de coutume, il n'y avait pas de règle écrite, il était de coutume de ne pas trop marcher sur les plates-bandes des autres. Voilà. Les catcheurs assignés à un territoire pouvaient de temps en temps aller catcher ailleurs, mais c'était très ponctuel et il n'y avait pas vraiment. Voilà, chacun restait dans son coin et c'était les systèmes de territoire. Sauf que Vince McMahon, donc Junior, le plus connu, quand lui a repris les affaires, il voulait vraiment écraser tout le monde et il a commencé à récupérer des talents d'un petit peu partout, du Ricky Steamboat, du Macho Man Randy Savage, du Hulk Hogan. Donc voilà, il a pris en fait les meilleurs éléments d'un peu partout, Roddy Piper, tout ce que vous voulez. Il a pris un petit peu les éléments de partout en leur offrant plus d'argent. Et au fur et à mesure, il a commencé à bouffer tout le monde et à même surpasser la NWA. La NWA qui est la National Wrestling Alliance, qui était un petit peu l'entité qui chapeautait un petit peu toutes les fédérations, tous les territoires, pour notamment attribuer des titres champions poids lourds de toute l'association et pas juste un seul territoire. Oui, Matt, absolument. Tout à fait. Roddy Piper qui fait quelques collaborations avec John Carpenter. Donc voilà, le McMahon Junior donc a fini par bouffer tous les territoires, ce qui fait qu'aujourd'hui ce système-là est pas vraiment connu des gens, parce qu'aujourd'hui ce qu'ils connaissent c'est la WWE qui est d'abord devenue vraiment l'hégémonie nationale, avant de devenir l'hégémonie nord-américaine et même occidentale. On y reviendra un petit peu avec ce qu'il y a en dehors de la WWE, mais à la grande époque, on va dire à l'âge d'or des audiences et de popularité, la WWF c'était quelque chose. C'était vraiment, ça allait au-delà du catch. Et quelques catcheurs ont réussi un petit peu à s'illustrer au-delà de leur aspect de catcheur et percer auprès du grand public. Mais voilà, l'histoire du catch, c'est avant tout, à la base, des territoires qui n'existent plus aujourd'hui, même si il y a toujours une scène indépendante, il y a toujours des fédérations un petit peu plus locales. Mais il n'y a plus cet aspect de, il y a des territoires et on reste cloisonné, quoi que ce soit. Ça n'existe plus du tout. Parce que Vince McMahon est arrivé un petit peu en foutant des coups de pied dans la fourmilière. Bonne, mauvaise chose, je suis pas assez expert du milieu pour vous dire, mais voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que ça n'a pas été toujours comme ça. Ça a changé. Il y a une histoire du catch, et alors, je vous le place maintenant, vu qu'il y a la photo de Vince McMahon. Je le dis maintenant, horrible personnage, horrible homme. L'être humain est. Voilà, caca. Je vais rester poli. Je vous conseille notamment, il y a une série Netflix, une série documentaire qui s'appelle Mr. McMahon, gourou du catch, qui Oh, retrace mais dis donc, c'est vrai que j'ai toujours pas vu.
voilà, que je t'avais conseillé, il me semble d'ailleurs, Mais oui, mais je vais le noter, je l'ai toujours pas vu. qui, ben justement, qui retrace ben, l'ascension de Vince McMahon et le fait qu'il ait bouffé les territoires et en fait toute l'histoire de la compagnie au travers de Vince McMahon lui-même, en finissant évidemment par ses déboires juridiques et ses controverses. Donc voilà. Oui, Matt, voilà, à l'époque, voilà, c'était la WWF, donc fédération, avait le même sigle que la World Wildlife Foundation, avec le panda et machin, qui leur ont collé en procès, et du coup, la Alors, WWF est je devenue sais juste WWE. plus. Alors, tout ça, oui, je sais juste plus si, s'il y a eu quand même la menace de procès ou s'il y a directement eu un accord. Dans tous les cas, Ah, ça s'est oui, je fini sais par un plus. accord où la WWF, donc plainte ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça s'est fini par un accord où la WWF a accepté de changer de nom en passant à WWE, donc World Wrestling Entertainment. Mais en contrepartie, il fallait que la WWF, donc l'association des animaux, ne fasse pas chier la WWE avec les anciennes vidéos. Donc les anciennes Les vidéos archives. pouvaient garder le logo WWF. C'était ça l'accord qui avait été mis en place à l'époque. Voilà. C'était pour le petit point historique. Voilà. Et concernant bah, tout ce que tu as dit est vrai, je rajouterais que si il a réussi Vince McMahon aussi, c'est vraiment avec l'investissement, en fait, c'est avec les sous. Donc, comme Hmm, il a dit, il a récupéré beaucoup de catcheurs, mais ça allait aussi au-delà. Il y a eu beaucoup d'accords qui avaient été passés avec MTV. Il y a des grosses. Donc, il a mis en place le les principe des contrats télé. pay-per-view. Hmm. Ça n'existait pas avant. Des contrats avec la télévision. Il y a des grosses stars qui sont apparues dans les shows de catch, ce qui, pareil, n'existait pas avant. Mais c'est Mister comme ça qu'on a eu T du et Mr. machin. T, du Cyndi Lauper, Mike de Tyson. très gros noms qui sont passés donc, sur les rings de catch à l'époque. Et c'est ce qui a fait que le catch, en tout cas, sa compagnie de catch a réussi à s'étendre et à récupérer tous les territoires, effectivement. Ça, c'est un principe qui existe encore, hein. Euh, 2, 3 fois par an, Oui. tu as un match de catch avec un. Oui, Cyndi Lauper est chanteuse, absolument. Mhm. Tu as un match de catch avec une star en plein milieu, et puis si tu as de la chance, la star arrive à faire 2, 3 trucs. Mhm. Et si t'as pas de chance, bah tu te tapes un match de merde. Mais des fois, tu as de très bonnes surprises. Par exemple, Jelly Roll. Logan Paul dans le ring, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Bon, en même temps, le mec, physiquement, déjà, voilà, il a toujours été très impressionnant, mais franchement, très très impressionnant. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, ça changerait au fait que, comme dirait Martin, caca, mais pour quelqu'un qui n'est pas du milieu dans le ring, il envoie du pâté. Alors, on va parler maintenant d'un petit point, donc, qui est la suspension consentie de l'incrédulité. Donc, je pense que vous connaissez le principe, mais je vous le rappelle, c'est à peu de choses près le fait d'arrêter de se poser des questions pour tout et surtout dès lors que vous êtes devant une œuvre, on va dire. Il faut accepter que lorsque vous êtes devant une œuvre, les règles changent. Il faut accepter que ces règles changent. Donc, par exemple, aller voir un film, c'est vraiment passer un pacte avec le réalisateur. Le réalisateur te montre des choses et toi, tu dois partir du fait que ces choses soient vraies. Donc, par exemple, si tu vas voir le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, et que tu n'acceptes pas cette règle, donc le fait d'accepter les règles justement du réalisateur, bah, finalement, tu peux te casser dès la première scène. Pourquoi? Parce que dès la première scène du premier film Star Wars, tu as deux vaisseaux qui se tirent dessus dans l'espace et que les lasers font tiou, 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 tiou. Et ça, bah dans l'espace, bah non, c'est pas possible. Il n'y a pas de son dans l'espace. Donc voilà, aller voir Star Wars, c'est accepter le temps d'un film qu'il y a du son dans l'espace. Bah pour le catch, c'est pareil. Regarder le catch, c'est jouer le jeu. C'est savoir que c'est faux, mais partir du principe que c'est vrai. Après, comme on le dit assez souvent, enfin, nous non, mais comme ils le disent assez souvent dans des petits spots promo, oui, c'est du spectacle, mais les conséquences sont réelles. Et ça, il faut bien en avoir conscience quand tu regardes le catch. Une prise qui est réussie, que lorsqu'on dit qu'une prise a été réussie, c'est une prise qui a été bien portée, qui a un petit côté esthétique, qui a un bon enchaînement, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant et après, mais surtout qui n'a blessé personne. Ça, c'est une prise réussie. Donc là, je vous ai mis 4 exemples de personnes qui se sont plus ou moins blessées gravement. Donc tout à côté, c'est Paige qui s'est pris. Alors ça, c'était juste incroyable. Donc c'était pas un show télévisé, c'était dans un show non télévisé, mais ça a été filmé à coup de téléphone.
elle s'est juste pris un coup dans le dos. Alors, juste pris un coup dans le dos, c'est déjà beaucoup, bien évidemment, mais par rapport au fait de te prendre 50 prises, là, c'est juste un coup de pied dans le dos. Elle est tombée par terre, elle ne s'est plus relevée. C'est aussi simple que ça. Elle était incapable de se remettre debout et de tenir sur ses jambes. Tu la vois essayer de se relever et rechuter et rechuter. C'était horrible à voir. Donc, elle a arrêté le catch pendant 2-3 ans. Et encore, ils avaient dit que c'était fini, fini, mais finalement, après 3 ans, elle a pu remonter sur le ring. Pour Edge, donc c'est le deuxième. La vidéo est disponible du coup sur YouTube. Tu tapes Page, donc c'est Paige. Tu tapes par exemple Page Injured. C'est pas, c'est pas une vidéo où il y a du sang, où il y a des os brisés, etc. Tu peux du coup voir la vidéo. Mais par contre, voir un être humain comme ça, plus capable de se relever, c'est vrai que même s'il n'y a pas d'eau brisée ou de choses comme ça, tu te dis, mais waouh, mais c'est pas possible, quoi. Et donc là, tu vois l'arbitre qui fait le fameux signe X. Donc si vous connaissez pas, ça veut dire qu'il y a un vrai problème, qu'il y a une vraie blessure, qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui vient de se passer, et que faut envoyer les médecins, quoi. Edge, c'est pareil. Alors lui, ce n'est pas suite à un coup précis, c'est plus sur l'ensemble de sa carrière où il a fait quand même beaucoup de matchs très difficiles, notamment des matchs avec des échelles, des chaises et des tables. Et sa nuque ne suivait plus du tout. Et au bout d'un moment, le médecin lui dit tu arrêtes là ou tu vas finir paraplégique. Donc pareil, lui s'est arrêté, je pense, bien une dizaine d'années avant de pouvoir remonter un peu sur le ring. Steve Austin, donc le chauve encore à côté, lui, ce sont ses cervicales qui ont pété suite à une prise. Pareil, la vidéo est sur YouTube. Et là, bah, c'est pareil, tu le vois se prendre la prise Le coup du pilon. et ouais, 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 absolument. Et puis bah, après, tu le vois ramper vers son adversaire, il plus capable de se mettre debout, pareil. Et moins grave, Liv Morgan, je l'ai mise parce que bah, c'est peut-être une des dernières blessures en date où elle s'était démise l'épaule. Oui, c'est Donc assez elle a impressionnant été ça, ouais. en arrêt pendant 6 mois. Et alors la vidéo où elle se démet l'épaule, je l'ai pas vue. Par contre, on voit la vidéo où on lui remet l'épaule. Et pareil, là, c'est assez impressionnant. Donc oui, c'est pour du faux, mais même si tu veux faire du faux, il faut le faire bien. Il y a quand même du sang dans le ring. Euh, Ça dépend, on va dire, de l'ère. Il y a plusieurs aires dans le catch. On parle de l'ère Ruthless Aggression, par exemple, entre autres. Donc, ou la PG-13. Tu as des aires qui vont faire qu'il va y avoir plus ou moins de sexe, de sang montré à la télévision. Lorsque tu es dans une ère où le sang est plus ou moins accepté sur le ring, dans ces cas-là, en fait, il y a les catcheurs qui vont avoir une petite lame qui va être dissimulée ici, au niveau de leur protection, les avant-bras, ou alors des fois c'est tout simplement l'arbitre qui donne la lame discrètement. Et bah, en fait, lorsqu'ils se prennent un grand coup pour renforcer un peu le côté sérieux, le côté théâtral, ils s'ouvrent un peu le front avec cette lame pour que ça saigne. Voilà. Alors souvent, ils le font juste au-dessus de l'arcade, parce que au-dessus de l'arcade, juste avec une petite coupure, ça pisse le sang, mais non-stop. Ensuite, le catcheur, souvent, il lui met 2-3 coups à cet endroit-là, histoire d'ouvrir un peu plus la plaie. Et c'est comme ça donc que des fois, il saigne beaucoup, beaucoup. Mais ça, ce sont des saignements voulus. Et à côté de ça, tu as des saignements donc non voulus, donc entre guillemets des accidents. Et moi, je pense que la scène qui m'a le plus choqué, donc c'est la scène que vous voyez en bas, qui est assez dingue. Donc, partez du principe que c'est un système de balançoire. Vous avez une échelle qui est mise là, comme ça, et vous avez une autre échelle qui est mise comme ça, donc qui peut se balancer. D'accord. L'échelle est comme ça. Et il y a un mec qui va sauter là. Donc, si le mec saute là, forcément, tac. Sauf que là, il y a la tête d'un monsieur. Et donc, paf, il y a l'échelle qui lui a éclaté la tête. Je n'ai jamais vu un mec autant saigner. C'était juste hallucinant. Donc là, vous avez son visage après. Donc si je me souviens bien, il y a les os du nez qui ont été brisés à 4 endroits. Il a eu 2 commotions cérébrales. Il y a l'intérieur de la tête qui a été touché. Enfin, c'est assez violent. Encore une fois, j'avais jamais vu un mec pisser comme ça le sang dans un ring. Donc les accidents, malheureusement. Oui, il se coupe vraiment.
Et des fois, du coup, c'est bah là, comme tu l'as vu, c'est un peu flagrant. Par exemple, là, tu le vois, le mec, il est clairement comme ça. Normalement, ils sont supposés le faire discrètement. Shawn Michaels, souvent, il se couche sur le ring, sur le ventre, il se tient la tête, mais en fait, en même temps, il se gratte, quoi. Alors, moi, je n'ai pas fini avec les points histoire, puisque au-delà de l'acquisition, on va dire, de Vince McMahon, de tous les talents des territoires et un petit peu reformer le visage du catch, hein, parce que voilà, ça passe à la télé, dans la télé nationale, où avant c'était vraiment la télé locale, etc., par câble. Là, c'est vraiment les télés nationales, les pay-per-view. On occupe des stades complètement immenses, etc. Et on arrive un petit peu début des années 80 jusqu'au ouais, jusqu'à pendant une bonne partie des années 80, on est dans l'âge d'or. Ça s'appelle le Golden Age en plus, l'âge d'or des comics, euh, symbolisé principalement par Hulk Hogan, qui est vraiment le symbole du catch des années 80, qui était vraiment l'archétype du héros américain qui ne se drogue jamais. Spoiler, il prenait des stéroïdes. Voilà, plein de voilà, c'est les gentils contre les méchants. Arrivent les années 90 et les gens en ont un petit peu marre de Hulk Hogan et du tout est beau, tout est mignon, tout est noir ou blanc. Euh, et donc Hulk Hogan décide un petit peu de passer à autre chose, tout comme la WWF qui décide de miser sur une nouvelle génération. Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon. Euh, et nous sommes donc à peu près au milieu des années 90 où le catch est quand même sur une pente un peu descendante en termes d'audience, en termes de qualité, en termes d'influence. Hulk Hogan, après quelques tentatives de percer au cinéma, à la télé, décide de signer avec une compagnie rivale de la WWF, qui reste quand même la première compagnie de catch des États-Unis. Cette compagnie rivale s'appelle la WCW. Et mine de rien, la WCW commence un petit peu à accumuler un petit peu plus de talent, à récupérer un petit peu de talent à la WWE. Il faut savoir que la WCW est financée, on va dire, est diffusée sur les chaînes du groupe Warner de l'époque. Je crois que Time c'était Warner, je crois, à Time l'époque. Warner exactement. Yes. Ouais, ouais. Ce qui fait donc qu'ils ont un budget pas illimité, mais un petit peu comme l'AOW hein, qui est aussi diffusé sur les chaînes du groupe Warner. On va dire qu'il y a des contrats télé derrière qui fait que la compagnie peut se permettre d'acquérir des noms prestigieux comme Hulk Hogan, comme Ric Flair, comme Sting, etc. Et notamment Hulk Hogan, qui était vraiment le symbole du catch, se retrouve à la WCW. Euh, pour voilà, ça attire des gens, ça fonctionne ok, mais ça ne rivalise aucunement les chiffres de la WWE. Arrive quand même finalement une période fatidique qui est voilà la révélation. C'est Ben Stiller, non c'était pas Ben Stiller, c'était Ric Flair, un des plus grands noms du catch américain. Mais je vois le côté Ben Stiller, je vois la comparaison. Mais voilà, un grand. Avant que John Cena ne batte le record des 16 championnats du monde, celui qui avait le record c'était Ric Flair. C'est Ric Flair. Wouh. Wouh exactement. Euh, J'adore ce mec. Arrive donc le fameux. Alors je crois que c'est Bash, oui c'est Bash at the Beach qui est le nom d'un pay-per-view, donc un événement un peu Oui. premium hein, des fédérations de catch où on fait les gros matchs, on fait les conclusions d'histoire, etc. Les matchs Euh, de titre aussi. les matchs de titre, Bah, les gros etc. matchs, oui, oui, bien sûr. Et un des gentils, je crois que c'est Randy Savage, c'est Macho Man Randy Savage qui s'est fait battre par Scott Hall et Kevin Nash, des anciens de WWE, passés chez la WCW parce que plus d'argent. Et leur histoire à eux, c'était un peu ah, on vient d'une entreprise rivale et on vient pour tout péter, etc. On vient tout casser de l'intérieur. Donc ils nomment personne, mais voilà, on joue sur le Titre. côté voilà, on joue sur on est des anciens de la WWE. Arrive Hulk Hogan pour aider son ami de toujours, Randy Savage, à qui il avait fait une équipe à la WWE, les Mega Powers, etc. Il arrive pour sauver Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan qui a très peu été un méchant dans sa carrière de catcheur. Il a été au tout début, mais dès qu'il a commencé à exploser en popularité, ça a toujours été
celui qui te dit de prendre tes vitamines, de faire tes prières, de pas prendre de drogue. Enfin voilà, c'était vraiment le symbole de la jeunesse, de la pureté, voilà, America, etc. C'est la grandeur, voilà. Et sauf qu'au lieu de aider Randy Savage, il le trahit. Et en fait, c'est le fameux troisième homme qui avait été teasé depuis des semaines et des semaines. Voilà, les méchants avaient dit on a un troisième homme avec nous. Le troisième homme, c'est Hulk Hogan. Il fait sa fameuse descente de la cuisse sur Randy Savage. Et voilà, on fait devenir méchant Hulk Hogan qui était gentil depuis plus de 15 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que commence la guerre des lundis soirs, appelée en anglais The Monday Night War. Monday Night Wars, je crois. Non, The Monday Night War, tout court. Voilà, la guerre Ouais, ouais. du lundi soir, où s'affrontent pour la WWE Monday Night, donc la nuit du lundi Raw, donc RAU, donc Monday Night Raw. Et du côté de la WCW, vu que c'est des chenapans, ils appellent ça Monday Nitro. Donc, phonétiquement, voilà, on est sur une petite pique, une petite blague, hein. Putain, mais j'avais jamais remarqué. T'avais La jamais honte. remarqué, d'accord. Ah mais putain, Monday Nitro, la vache. Voilà, donc Ok, ok. Oui, parce qu'à la base, les deux émissions n'étaient pas sur les mêmes chaînes. Et tout à fait. lorsque la WCW a compris que s'ils se démerdaient bien, il y avait moyen de bouffer la WWF, ils ont décidé de changer, enfin pas la WCW, ceux qui ont le pouvoir, Ouais, ont décidé de changer pour se mettre le lundi soir en au même même créneau. temps du coup que la WWF. Donc le public est obligé de choisir entre les deux. Et la WCW partit du principe qu'ils avaient un meilleur programme. Donc l'idée, c'était vraiment de bouffer, d'étouffer la WWF, d'où la notion de guerre, la guerre d'audience. Voilà. Alors Bishop, tu dis qui décide de ces choses? Eh ben, alors les athlètes, ils ont suffisamment bankable, si c'est suffisamment des gros noms, ils peuvent avoir un contrôle créatif sur où vont leurs personnages, s'ils devraient gagner un titre ou pas. Mais en général, c'est les scénaristes et ceux qui ont l'argent. Voilà, donc Et les producteurs, ouais. et les producteurs. Alors par exemple, Hulk Hogan, il est quand même vachement connu pour faire chier. Faire chier, oui. C'est-à-dire Ouais. qu'il avait un contrôle créatif au niveau de ses matchs. Et quand il Ça, perdait et que monsieur, ça l'arrangeait pas, il faisait tout pour pas perdre, quitte à passer pour un gros con, quoi. it Il y a doesn't un work match for me, très brother. connu, Voilà. euh, il y a un match très connu entre Hulk Hogan et Shawn Michaels, où en fait l'idée c'était de construire un match équilibré avec pourquoi pas une victoire de chaque côté après une sorte de finale quoi. Sauf que Hulk Hogan il n'était pas chaud, il voulait battre Shawn Michaels du premier coup et basta. Et Shawn Michaels qui était aussi une grande star il n'a pas aimé. Du coup qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le match, c'est une vaste blague. Tout le match, il a vendu les prises. Donc, le fait de vendre une prise, c'est le fait de, bah, par exemple, si je te mets une fausse droite, bah, toi, tu fais oh, ça, c'est vendre une prise. Mais lui, il les a survendus, mais c'est du genre. Encore plus que d'habitude parce que Shawn Mais Michaels oui, c'est vend. ridicule, Ouais, c'est ouais. évident que c'est fait exprès là pour le coup, il te ruine le match. Donc Hulk Hogan, imaginons, il fout une droite à Shawn Michaels. Shawn Michaels, il tombe, il se relève, il retombe du Il genre fait oh une la vache, qu'est-ce roulade. que tu m'as Ouais, mis? C'est ouais. il a démoli Hulk Hogan à sa manière quoi. Et Shawn Michaels, vu que c'était aussi une grosse superstar, bah, la WWE lui a dit en gros c'est pas bien, mais il pouvait pas faire grand chose quoi. Il pouvait Donc, rien faire. Ouais. ce match est magique. Voilà. Du coup, C'est Hulk il est Hogan rentré dans la légende. contre Shawn Michaels à SummerSlam 2004 ou 5, je sais plus. Euh, voilà. Mais oui, Shawn Michaels qui est quand même connu voilà, pour vendre énormément les prises, ou voilà, un des meilleurs de toute façon, Shawn Michaels. Voilà, où Oh à chaque oui. fois qu'il prenait des coups, il faisait croire qu'il était au bout de sa vie, il avait des gestes exubérants, etc. Mais c'était toujours proche de la limite, mais jamais au-dessus de la limite. Là, contre Hulk Hogan, il a fait péter la limite. Mais c'est- Voilà. Sur le graphique, vous avez Mais donc. alors, pardon, pour Oui, répondre, donc, oui, comme le dit Martin, les scénaristes choisissent, mais après, c'est pas juste, bah, je vais le faire gagner celui-là parce que je l'aime bien. Le but, c'est de raconter une histoire, et faire de changer vendre les des titres, tickets. de vendre des C'est un billets. business. Donc, par rapport à ça, tu étudies qui est le catcheur qui est vraiment bon dans le ring, qui est bon au micro, mais qui est-ce qui fait vendre, et qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qui va faire avancer l'histoire. Ah, et puis si on fait ça, ça va peut-être surprendre les gens. Tout ça, c'est à prendre en considération. Donc sur le graphique, ce sont les audiences donc en violet vraiment vif. On a Nitro, donc la WCW, qui était historiquement derrière la WWF, hein, qui était voilà, toujours les premiers. Et lors du fameux
changement de comportement d'Hogan quand il est devenu méchant, ce qu'on appelle un turn, donc il tourne. Nitro a dépassé Raw, donc la WWF, et a été en tête des audiences pendant 50, quasi un an, je crois 52 semaines ou 56, plus de 50 semaines. Ce qui est impensable, hein, parce que WWF aujourd'hui penser qu'on les bat en audience, c'est impensable. À l'époque, ça l'était aussi, mais ils l'ont fait parce que voilà. Et parce que voilà, c'était le pouvoir d'Hogan, tellement un gros symbole que le fait que le corrompre, ça a tout changé. Euh, Ça a lancé une nouvelle ère. La WCW a commencé à mener la WWF. Il y a eu toute l'arc autour du New World Order, voilà, de la NWO qui est devenu culte et qui a même dépassé même. Voilà, ici, vous pouvez voir des gens dans la rue avec un t-shirt NWO qui sont pas forcément fans de catch, mais voilà, ça a atteint cette sphère-là. Et en réponse, la WWF a un petit peu, voilà, c'est un petit peu bougé le cul et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'attitude era, donc l'ère de L'attitude erreur. l'attitude, avec des Stone Cold, avec des The Rock, et ce qui est un peu considéré en termes de popularité et d'influence le summum de la WWF avec la période Hogan. Et voilà, donc c'est un peu un nouvel âge d'or finalement. Voilà, les catcheurs étaient partout, des méga stars, etc. Avec beaucoup de choses à l'antenne qui ne passeraient plus aujourd'hui. Exactement, hein, des trucs très sexuels, crasseux, racistes aussi, hein, des fois. C'était l'époque. Donc voilà. Donc le turn de Cena, il a beau être bien, juste le turn, hein, je parle pas de ce qui se passe après. Le moment où Cena devient méchant, il est cool, ça a fait parler, mais les conséquences euh, du turn de Hogan quand il est devenu méchant, ça a changé l'industrie. Oui, Ça a oui. fait que la WCW est devenue première, ça fait que la WWF a répondu par l'attitude ERA, et il y a eu la guerre d'audience et tout ça, et ça a vraiment changé tout l'environnement du catch. Aujourd'hui, euh, Cena il est devenu méchant, ça a buzzé de fou pendant 2 jours. Si tout ce qui s'était passé derrière avait été bien, peut-être qu'on en parlerait un peu plus positivement, mais ce qui s'est Mhm. passé derrière n'était pas bien. Donc voilà, ça a fait le buzz pendant 2 jours, mais puis c'est tout. Donc voilà, le turn de Cena, je l'aime bien, le moment en lui-même, mais on peut pas le comparer à Hogan. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Il voilà, va et falloir qu'on pour. accélère un peu quand Ouais, même. ouais, ouais. Et justement, voilà, pour conclure un petit peu toute la guerre du lundi soir, tout s'est inversé finalement, puisqu'il faut savoir que la WCW faisait leurs émissions en live, mais pas la WWE. La WWE les enregistrait à l'avance. Et ce que faisait la WCW, c'est qu'en fait, ils spoilaient juste en fait le résultat des matchs, parce qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Sauf qu'un jour, ils ont dit, ah ben ce soir, Mankind va gagner le titre mondial. Sauf que Ouais, tout le en monde, mode c'est ridicule, c'est de la merde, ça sert à rien de regarder, voilà. Mankind va garder le titre. Sauf que les gens, ils ont entendu ça, ils font, ah ouais, parce que les gens aiment bien Mankind. Et du coup, tout le monde a changé vers la WWF. Et en fait, ils ont fait un score d'audience pas possible. Et ça a été le moment où les audiences ont rebasculé en faveur de la WWF. Vince McMahon a fini par acheter la WCW qui s'est planté la gueule, parce qu'en plus Time Warner n'en voulait plus parce qu'ils ont changé de truc comme aujourd'hui avec Warner Bros. Voilà, donc mais voilà, en tout cas ça a été une période assez intense, voilà, un pic assez intense de l'histoire du catch, il s'est passé plein de choses. Alors vous allez me dire, mais si c'est faux et que soutenir finalement un catcheur ne fera pas changer le résultat du match, c'est pas comme un vrai sport où tu encourager un boxeur peut peut-être lui donner un second souffle, on va dire, et que là dans le catch c'est pas le cas. Vu que soutenir un catcheur n'influence pas le résultat du match, et encore que ça c'est quand même déjà vu, notamment en France, mais c'est quand même rare. Vous allez me demander du coup pourquoi, si c'est faux, pourquoi soutenir un catcheur et surtout comment on choisit. Pourquoi tu soutiens celui-là et pourquoi pas l'autre, quoi. Pour moi, il y a deux façons d'apprécier un catcheur. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement deux façons de voir le catch en fait. La première façon, c'est en restant à la surface. C'est là que tu vas voir les gens qui pensent que le catch est vrai d'ailleurs. Je pense donc notamment les plus jeunes. Donc moi, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai commencé à regarder le catch en 2002-2003, donc j'avais 14 ans. Donc à cette époque, mon catcheur préféré était Jeff Hardy.
C'est d'ailleurs pour ça que mon surnom sur MDCU était Jeff pendant très longtemps, ou même dans la vraie vie d'ailleurs pendant très longtemps. Alors pourquoi Jeff Hardy? Parce que je trouvais qu'il était cool, rebelle, et surtout, moi-même, j'étais complexé par rapport à mon physique. Euh, j'étais, pendant quelques années, j'étais le petit gros, disons. Et Jeff Hardy, autant n'était pas complexé, mais il était fréquemment montré comme étant celui qui avait 50 kilos de muscles de moins que ses adversaires. Et bah, malgré ça, si tu veux, tu le voyais se battre quand même, se défoncer, il abandonnait pas, il se laissait pas démonter. Et parfois, bah, c'était payant, parfois il gagnait. Donc pour moi, ce catcheur, c'était un chemin à suivre en fait, c'était une idole. C'est une façon de voir le catch, disons, en restant à la surface. Tu aimes un catcheur, pourquoi? Parce que c'est le plus beau, parce que c'est le plus fort, c'est le champion, bref. Vous vous arrêtez, entre guillemets, à ce que la télévision vous montre. La deuxième façon d'apprécier un catcheur, c'est plus en connaissant l'envers du décor. Donc à gauche, c'est Jeff Hardy et à droite, c'est Samoa Joe. Quand j'ai été voir le show de catch en France il y a quelques années, j'ai crié «Allez Joe!» de toutes mes forces lorsque il y avait un match 3 contre 3 où il y avait Samoa Joe. Je sais, encore une fois, que c'est pas ça qui va le faire gagner, mais c'est comme ça. Donc je voulais lui montrer mon soutien. Je dis allez Joe!» Et à ce moment-là, et je m'en souviens, il s'est tourné vers moi, enfin il m'a entendu, il m'a entendu, je m'en souviendrai toujours. Donc pourquoi j'ai crié allez Joe? Parce que pour moi, c'est un catcheur exceptionnel dans le ring, malgré son gabarit en plus. C'est un très 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 bon catcheur. C'est un tueur au micro, il est vraiment flippant, mais surtout, et là on touche un peu plus à l'envers du décor, c'est un catcheur qui commençait tout doucement à prendre de l'âge, il commençait à se blesser un peu plus, et franchement, la WWE ne faisait rien avec lui. C'est un catcheur qui n'était pas non plus en fin de carrière, fallait pas abuser, il avait encore quelques années devant lui. Donc c'était un catcheur qui méritait tellement d'avoir plus de lumière et qui était selon moi trop souvent oublié qu'il y avait une sorte d'injustice si vous voulez. Donc bref, du coup, connaître l'envers du décor peut t'aider à acclamer un catcheur. Tout comme des fois, tu as des catcheurs, ce sont des billes dans le ring, tu ne les supportes pas, et du coup, tu les maudis de toute ton âme pendant un match, notamment par exemple Jey Uso, que je ne supporte pas. Alors, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup WWE, WWF, un petit peu WCW, mais bon, maintenant c'est la même boîte. Mais il faut savoir que c'est pas le seul catch qu'on peut voir. Et si vous n'aimez pas le produit WWE, et il y a des raisons en ce moment, euh, il y a plein d'alternatives un peu partout. Au Japon, au Mexique, aux États-Unis, oui, aux États-Unis, même en France. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un petit peu, comme à l'époque de la WCW et de la WWE, on a de nouveau une sorte de guéguerre où deux pôles se forment. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit la slide d'accueil pour cette partie. Euh, on a la WWE qui a un partenariat avec TNA, qui a été longtemps la deuxième compagnie américaine, et qui a aussi récemment acheté la AAA, qui est un petit peu la deuxième compagnie mexicaine euh, derrière le CMLL. CMLL, lui, qui est en alliance avec l'AEW, qui est maintenant la deuxième compagnie américaine, mais aussi la ROH, la Ring of Honor, qui a été toujours le troisième un petit peu, ouais, la troisième compagnie américaine, et qui sont aussi en alliance avec ouais, la New Japan, donc le New Japan Pro Wrestling, qui est la fédération japonaise par excellence, voilà, qui est là depuis je sais pas combien de temps, et c'est la WWE japonaise, globalement, pour simplifier. Donc on a deux pôles qui se forment et on a de nouveau voilà, des guerres d'audience, de créneaux, etc., etc. Donc on est un petit peu sur un retour de... Pas des guerres du lundi soir, on est loin de la même aura, Ouais, ouais. mais on a des affrontements sur ces terrains-là. Donc voilà, si vous n'aimez pas, si vous voulez voir autre chose que la WWE, parce qu'il y a des tas de choses fantastiques à voir à la fois dans la WWE mais aussi ailleurs. Donc voilà, moi personnellement je conseillerais, si vous voulez rester sur du catch américain, l'AEW, on est sur en termes de ce qui se passe dans le ring, on est sur un autre délire. Il y a d'autres lacunes, mais en tout cas sur du niveau technique. Bah, je pense qu'on peut résumer, ça peut être important, je pense qu'on peut le résumer quand même très facilement. L'AEW et l'AEW n'ont pas du tout la même approche du catch. Ouais, L'AEW se base énormément sur ce qui se passe vraiment dans le ring, les capacités la des technique et tout ça. catcheurs. Voilà, exactement. Euh,
mais ce qui apporte aussi ses défauts. C'est-à-dire qu'un catcheur va se prendre 10 prises et se relever 2 secondes après. À la WWE, il y a un peu plus quand même le côté raconter une histoire dans le ring et pas juste enchaînement de prises. Pas, pas le, il y a une dimension spectacle, mais pas forcément spectaculaire. Il y en a, mais moins qu'à la EW. À la WWE, on a plus tendance à raconter une histoire, on va dire. Euh, Après, voilà, au Mexique, je vous conseillerais quand même beaucoup plus le CMLL que la AAA, parce que bon, la AAA, bon, il y a des trucs un peu gaze. Voilà, CMLL, t'as vraiment, voilà, c'est bon. Au Mexique, des fois, ils font des trucs un peu bizarres, mais je pense que c'est très culturellement ancré et c'est un peu difficile de leur faire changer de trucs des fois. Mais en tout cas, voilà, le CMLL, très très bon catcheur, et au Japon, oui, New Japan, c'est très très bien. Et si vous voulez vraiment que du catch féminin, ce qui s'appelle le Joshi Puroresu, vous avez Stardom. Il y en a d'autres, mais c'est les plus connus. Et que ce soit Stardom, New Japan, CMLL ou AEW, ouais, sur le ring, ça tue sa mère. Après, j'avoue que niveau histoire, je comprends pas tout parce que bon, bah, le Japon et le Mexique, je parle pas aussi bien l'anglais que l'espagnol ou le japonais. Euh, Oh, mais voilà. Surprise, surprise. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses. On va dire, chaque fédération a ses qualités et ses défauts. Et si vous apprenez à élargir votre regard, vous aurez un petit peu de tout partout. Euh, et c'est là où vous aurez vos meilleures expériences. Point local, en France, on a notamment l'APC et BZW qui sont un petit peu les deux grosses fédérations françaises. N'hésitez pas à voir ce qu'ils font. N'hésitez pas aussi à voir près de chez vous s'il y a des spectacles de catch. Si vous êtes dans une ville suffisamment grande, il y a de très fortes chances pour qu'il y en ait. À Bordeaux, je sais que c'est le cas, je sais qu'il y a du truc du côté de Lille, à Paris, à Marseille, un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir l'écosystème local, c'est toujours cool et vous verrez peut-être des futures stars du circuit européen et pas forcément que européen. Donc voilà. Donc ne faites pas ça chez vous, mais allez en voir près de chez vous. Ah, j'ai fait une petite. ouais. Alors après, concernant la qualité du catch français, Ça c'est quand fait même variable. c'est assez aléatoire, hein. Mais Des AP, fois, ah, c'est ouais, très mauvais, des fois, ouais, ouais, c'est franchement pas mal du tout. ouais, Et si en plus le public suit, tu peux vraiment passer une bonne soirée. ouais, ouais. Donc c'est pour ça APC, BZW, c'est un peu plus des valeurs sûres. On va faire un petit point sur les gimmicks très rapidement. Donc une gimmick, enfin je dis toujours une gimmick, mais il me semble que c'est un gimmick. C'est finalement le personnage que tu vas incarner à l'écran. Alors à l'époque, ce personnage, tu devais entre guillemets l'incarner non-stop. Il ne fallait pas briser la kayfabe, comme on disait. Qui fait, C'est-à-dire que si tu étais en rivalité, imaginons je suis en rivalité avec Martin, il y a des catcheurs qui se sont fait chier à ne pas prendre le même avion, alors qu'ils s'entendaient super bien. Et pour ne pas briser l'histoire, pour ne pas montrer qu'ils étaient copains, qu'ils se détestaient vraiment, bah là, c'est comme si Martin et moi, on prenait bagarre. deux bagnoles séparées en partant du même endroit et en allant au même endroit pourtant. Donc ça, c'est quand même assez fini. Mais en tout cas, le principe de personnage, ça existe encore. Ça a évolué, et j'ai envie de dire Dieu merci, mais ça existe encore. Donc par exemple, vous avez Doing the Clown, du coup. Donc c'était vraiment une ancienne époque où tu avais beaucoup de catcheurs qui mettaient en avant, en tant que personnage, un autre métier. Genre, tu avais un gardien de prison. T'en avais qui étaient vraiment de mauvais goût. T'avais pas un repman, je crois. Oula, Ah, et je crois qu'il y en a un. peut-être, Enfin, mais alors je vais pas m'avancer juste pour pas, parce que je suis pas sûr à 100%, mais voilà. Tu avais des personnages quand même un peu trop colorés qui vont tous se dégager avec justement cette fameuse attitude era. L'Undertaker, donc qui a eu deux gimmicks, qui étaient soit une sorte de mort-vivant, soit, ce qui est logique puisque l'Undertaker veut dire fossoyeur, euh, ou un biker américain. Vous avez en haut à droite, vous avez le Hurricane, donc qui tient le rôle d'un super-héros sur le ring. Le catcheur c'est Shane Helms, mais comme vous pouvez voir sur son épaule, c'est un vrai tatouage et c'est le vrai logo des Green Lantern. Donc lui-même quand même est un gros lecteur de comics. One of Oui, Us. oui, il a le tatouage des Green Lantern, Ouais. absolument, absolument. Et c'est un vrai tatouage. Par la suite, on a abandonné donc comme je le disais, ces gimmicks un peu trop colorés, et finalement, on a un peu plus travaillé sur le caractère des personnages. Donc à gauche, vous avez de nouveau Edge, donc slash Adam Copeland. Euh, il est passé aussi par plusieurs cases, mais la case la plus connue, c'est quand il était le Rated R Superstar, donc la Superstar classée X. Le catcher a été présenté comme l'opportuniste ultime.
mais vraiment, hein. C'est un catcheur qui a gagné énormément de matchs avec des tricheries, avec des coups fourrés, et si ça passe pas à droite, ça passe à gauche. Enfin, énormément de choses comme ça. Donc, imagine, une fois, il y a deux mecs, enfin, pendant quelques temps, il y a deux mecs qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau qui l'ont aidé dans le ring. Donc, bah, du coup, il y a un de ses adversaires qui tabassait un faux edge et qui a fait le tomber sur lui. Et l'arbitre qui faisait non, 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 mais c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et le catcheur, il est mais comment ça, c'est pas lui, je comprends. Mais comment ça, c'est pas lui? Et qui s'est fait éclater bah, par le vrai edge et il a gagné comme ça le combat, opportuniste. Il a gagné son premier titre de championnat du monde grâce à une mallette qui dit je défie le champion quand je veux. Et il a défié le champion quand le champion s'était déjà pris 50 coups avant, donc le mec était à moitié mort, donc Edge, il avait juste à venir avec la valise, quoi, avec la mallette. Et il y a eu énormément, énormément de choses comme ça. Donc, opportuniste ultime, c'était très chouette. Eddie Guerrero au sol, en bas à droite, dont le gimmick est I lie, I cheat, I steal. Donc, je mens, je triche, je vole. Et qui faisait des trucs, mais totalement improbables pour gagner dans le ring. Donc là, l'image là, elle est quand même vachement connue. En fait, il a pris une chaise, il a tapé, pendant que l'arbitre ne regardait pas, il a tapé très fort sur le sol. Donc on a entendu PAM. Ensuite, il a lancé la chaise sur son adversaire. Son adversaire a attrapé la chaise en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et Eddie Guerrero, il est tombé en arrière en faisant ah ma tête, ah ma tête. Et l'arbitre a vu ça, il a vu la chaise, il a entendu le PAM. Et du coup, il a disqualifié l'adversaire d'Eddie Guerrero parce qu'il était persuadé qu'il avait frappé Eddie Guerrero avec la chaise. Et il a fait ce genre de coup quand même énormément de fois, le côté tricheur. Donc ça, c'est une gimmick qui a eu énormément de succès à son époque. Moi, je vais mettre un petit coup de gueule, en plus ça va aller vite, c'est très bien. Un problème que j'ai surtout avec la WWE, il faut dire, c'est que il serait temps un petit peu de passer la deuxième en fait. J'en ai marre de voir des vieux de 45 ans détenir les ceintures et de me dire ah oui non ils sont pas encore prêts les jeunes. Attention avec les vieux de 45 ans, hein, parce que j'ai 37 ans. Hein. Non mais on va dire que dans le milieu du catch, on va dire que dans le milieu du catch, tu vois, j'aime beaucoup CM Punk, mais CM Punk il a 48 ans quoi quand J'ai t'as un cru que catcheur t'aimais de bien les 48. vieux. Ouais mais et en fait il faut faire du 109 quoi. Euh, Là on nous montre que des gars qui ont moins de 45 ans et tout ça. Et en fait, les jeunes talents qui sont hyper talentueux et qui sont hyper prometteurs, surtout chez la WWE, on les garde chez NXT et on leur donne pas leur chance et on leur donne pas d'opportunité. NXT, c'est un peu l'équivalent d'une sorte de club école. Alors, on peut pas le résumer comme ça, mais à la base, c'est surtout Ouais, pour former les stars de demain. ouais, Et là, donc, ouais. Martin part du principe qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus rien à faire dans cette section des stars de demain et qui devraient être clairement les stars d'aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez regardé le Saturday Night Main Event, qui était donc l'événement où John Cena prenait sa retraite, il y avait également d'autres matchs. Il y avait un match par équipe avec Leon Slater et Javon Evans contre AJ Styles et Dragon Lee. Et voir donc Leon Slater qui est en bas à gauche, Javon Evans qui est en bas à droite. Il suffit de les voir catcher dans un match qui a été beaucoup trop court parce qu'on leur a pas justement donné le temps qu'il fallait. Et les mecs, c'est des piles électriques quoi. Ils sont, ils sont, les mecs sont trop balèzes. Javon Evans, il a 21 ans et il sait déjà tout faire. Donc pourquoi on lui donne pas sa chance? C'est horrible quoi. Et au lieu de ça, on a encore des CM Punk, des Roman Reigns, des Brock Lesnar qui ont fait leur temps quoi. Donc qui sont encore là d'accord, mais il faut renouveler le truc. Pareil pour Obafemi, le gars il a une présence, il a un charisme, il est bon au micro. Le début du match qu'il a avec Cody Rhodes, il est vachement cool. Il est gâché par l'intervention, ça WWE, ils font tout le temps des interventions, ça commence à me faire chier. Scénaristiquement, je trouve que voilà, ça fait que personne ne doit jamais battre qui que ce soit. Enfin, faut vraiment, voilà. Et voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est ça qui m'énerve. Donc Obafemi, pareil, champion NXT pourtant il pourrait on nous a donné un petit peu ce que ça pourrait faire de le voir s'affronter contre des gens du roster principal, mais on continue de le garder là. Euh, je fais un petit coucou. J'ai mis en haut à droite Aigle Blanc, qui s'appelle maintenant Elio Lefleur, qui est genre le dernier en date français à, Oui, c'est le français. Mm. voilà, à avoir rejoint la WWE. Il a fait des matchs à NXT, il a fait des matchs chez AAA. Donc voilà, Allez, très. je peux vous le dire ce soir, je suis Aigle Blanc. Ça se voit avec les cheveux Ah oui, notamment. c'est les cheveux. Donc,
Donc voilà, voilà, surveillez-le parce que je pense qu'il a quand même un avenir assez prometteur. Et je trouve que voilà, pour le coup, AOW est un petit peu mieux. Il n'y a rien à voir comment il traite Kyle Fletcher, qui est là aussi, je crois, à 25 ans, 26 ans, et qu'ils ont vraiment compris que c'était la tête de la compagnie pour les années à venir, et ils le propulsent bien comme il faut. Donc voilà, c'est bien de voilà, il faut renouveler, il faut toujours créer les stars de demain parce qu'au bout d'un moment, ben, les stars d'aujourd'hui, ben, elles se font vieilles et voilà, c'est important, c'est sain. Le titre trop, les feux d'artifice, quelques ajouts visuels pour les téléspectateurs, comme j'ai dit, mais surtout des prestations live. Il faut savoir que chaque catcheur rentre en fait avec son thème, on va dire, et parfois ce sont des vraies musiques. Triple H, par exemple, il a une chanson qui s'appelle Time to Play the Game, ou The Game peut-être même, je sais plus. Mais bref, en tout cas, c'est une chanson qui a été faite par Motorhead, et du coup, Motorhead a été 3 fois à WrestleMania pour chanter la chanson en live pendant que Triple H rentrait dans le ring. Et tu as comme ça beaucoup de prestations live. Quelques grands catcheurs. Shawn Michaels, qui est en haut à gauche, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ce mec, c'est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Tu sais que tous ces matchs vont être grandioses. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que en fait, justement, une fois que j'ai commencé le catch, il a pu gagner le titre de champion du monde. Ah oui, Je l'ai vu oui, gagner le titre une fois, 2002, c'est et son après il dernier l'a titre. reperdu. Oui, Bah ouais. oui, oui. Et j'ai vu genre le lendemain quand il l'a perdu, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le catch. Donc moi, je l'ai jamais vu vraiment avec un titre de champion du monde. Mais souvent, avoir un titre de champion du monde, ça t'apporte quelque chose. Ça t'apporte du charisme, ça t'apporte de l'aura, ça donne une dimension plus particulière au match. Et ce mec, en fait, il a jamais eu le titre de champion du monde. Pourquoi? Mais parce qu'il en avait pas besoin, ce mec. Non. C'est un tueur, c'est un génie du catch. C'est un catcheur que j'apprécie énormément. Et te sortir des matchs aussi fous, sans titre, où du coup, t'as pas d'enjeu, c'est juste le spectacle. Et c'est assez incroyable. De mes matchs préférés, c'est contre le mec en bas à droite, donc Kurt Angle. Ah oui, Shawn Michaels, Kurt Angle, WrestleMania. pareil. C'est pas du tout un match de championnat, c'est juste deux Kurt mecs qui Angle, s'affrontent. médaillé Et olympique voilà, j'ai ouf, quoi. de lutte. Un vrai médaillé olympique. Et donc Ouais, ça, c'est sa gimmick. En oui. mode, je suis un lutteur, j'ai gagné une médaille d'or au JO, Avec vous me une devez le la nuque respect, quoi. brisée, Avec la nuque brisée, oui. en plus. Je passe à Kurt Angle, du coup, en bas à droite. Ce catcheur qui est extrêmement complet, mais avec énormément de lutte, puisque il vient du coup de la lutte à la base. Donc il va faire énormément de choses au sol, ramener au sol, des torsions de bras, des clés, des trucs comme ça, sans bien évidemment péter le bras de l'adversaire. Encore une fois, c'est pas de l'UFC, hein. Euh, donc Catcheur très très complet qui s'est énormément blessé aussi, pas de chance, mais bon, en même temps, il s'est pointé dans le milieu du catch, il avait déjà la nuque en vrac. Triple H en bas à gauche, un catcheur que j'aime énormément, qui est considéré comme étant l'un des plus grands catcheurs vers les années 2000, quoi. Et deux catcheurs que j'aime beaucoup qui catchent encore actuellement, puisque les trois autres ne catchent plus. En haut à droite, AJ Styles, où le public français, son surnom c'est The Phenomenal. Et donc, du coup, quand il s'est pointé en France, le public français a chanté pendant au moins 10 minutes. Il est vraiment phénoménal. Et ils ont tellement gueulé, ils ont tellement sauté que quand la caméra filme, en fait, elle est plus stabilisée. On voit que la caméra, elle est comme ça. Ça a été du jamais vu. Le Ouais, public français. backlash. Oui. Bah, là, Et en. quand ils sont Pardon. passés Oui, vas-y. récemment en France à Paris, ils ont, on va dire, les Français ont chanté, voilà, il est vraiment phénoménal, tout le temps d'une coupure pub, qui a duré plusieurs minutes. Voilà. Et au milieu, Seth Rollins, qui est peut-être mon catcheur préféré actuellement, qui est blessé aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, Excellent catcheur, lui aussi très 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 complet, qui te sort des matchs assez incroyables. Je suis d'accord pour tout le monde sauf Triple H. Voilà, Oh, qui pour moi a un très bon run de méchant en 2000, mais à part ça, dans le ring, je le trouve pas spécialement très enfin motivant. Et puis en fait, il a outrepassé son temps parce que c'est le beau-fils de Vince McMahon, et je trouve que il s'est toujours un peu trop, pour moi, il s'est toujours un peu immiscé dans des trucs où il aurait pas dû être, et pas toujours. bah, Voilà. j'ai vu beaucoup de gens qui disent ça, mais je suis pas aussi d'accord parce que par exemple, on me dit, c'est peut-être ce que tu veux dire, j'ai déjà entendu que les gens disent ils monopolisent beaucoup le titre de championnat du monde. Et c'est parce que c'est le beau-fils du président, le gendre du président, donc voilà, peut-être qu'il y a un petit côté lèche. Mais à côté de ça, combien de fois Triple H il a gagné à WrestleMania?
Triple H, à chaque fois, il se faisait plier en deux à WrestleMania au plus gros show. WrestleMania, c'est un peu C'est le Super Bowl. le, le Super Bowl, voilà, de catch. Donc c'est le plus gros Ouais, événement de catch au monde, une fois par ouais. an. Et Triple H, ok, a très souvent le titre de champion du monde, mais c'était pour donner de l'aura à ce titre, et il le perdait énormément de fois à WrestleMania pour faire monter justement un autre catcheur, Ouais. souvent un gentil d'ailleurs. Donc je trouve que la situation n'est pas si simple que ça. Mais bon, Ouais, moi, moi il me fait pas vibrer. En comparaison, par exemple, Triple H, il a souvent été en équipe avec Shawn Michaels. Pour moi, Shawn Michaels, il est à des années-lumière de Triple H. Après, bon, Shawn bah, Michaels, c'est l'un des meilleurs de tous les temps, mais ça, c'est. ouais, aussi, ouais. Puis de Ah, base, ils n'ont même pas le même style oui, aussi. c'est pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, oui, tout à fait. AJ Styles, pouah, quelle machine. Et tellement influent. Un truc de malade. Moi aussi j'ai fait mon petit Mont Rushmore, c'est souvent comme ça qu'on appelle un petit peu les favoris. Et du coup je me suis un peu forcé à prendre en dehors de la WWE parce que tu en avais déjà cité, ben ouais, les Shawn Michaels, je suis tout à fait d'accord. AJ Styles, je suis tout à fait d'accord. Euh, Même Kurt Angle, enfin voilà, j'étais déjà Après, Styles, d'accord. s'il a beau être à l'OWE, c'est à la TNA qu'il a fait À la le TNA, plus même de. chez New Japan, voilà. Ouais, Donc ouais, en restant TNA, j'ai mis Amazing Red, qui est pas très connu, mais je l'ai découvert grâce à YouTuber Story. Qui est là aussi tellement influent alors qu'il est très peu connu. Le Code Red par exemple, ben, ça vient de ce gars-là. Enfin voilà, très bon technicien d'un voltigeur et tellement influent que voilà, voilà, ça me fait plaisir de le mettre là. Moi après, je reste sur la WWF. Du coup à l'époque j'ai mis Bret Hart parce que pareil en termes de ouais, bien technicien, sûr. pas aussi flashy. Je pense qu'un peu plus old school, mais en termes de, c'est l'un des gars les plus safe avec qui bosser quoi. C'est vraiment, il a fait Et des, un peu trop old school pour moi, je dirais même, ça je peux en comprendre. fait. Mais voilà, c'est le catcheur préféré de pas mal de catcheurs. Ce que Euh, je peux comprendre, par contre. Exactement, c'est le gars, son surnom c'est The Hitman. C'est The Hitman, ouais, ouais. Et il apparaît dans le générique de Malcolm d'ailleurs, dans un de ses archives. Je crois que c'est l'archive du match contre. Je vous conseille quand même le match contre Steve C'est contre Chris Austin. Benoit, non? Il y a aussi Non. Chris Benoit, mais il y a aussi Ah Bret oui, c'est Hart. pas la même. Oui. Voilà, donc, il a l'un des meilleurs matchs de tous les temps contre Steve Austin à WrestleMania 13, je crois. Allez le 13, voir. ouais, je crois. Allez le voir, il est excellent. Ensuite, j'ai mis alors Bryan Danielson si vous êtes AEW ou Daniel Bryan de WWF, WWE, pardon. L'image voilà au centre avec les tresses, qui est l'un des meilleurs techniciens de l'ère moderne, tout simplement. Lui aussi, il a la retraite parce que la nuque, ça a pris cher. Euh, et puis après, j'ai mis en dessous de Daniel Bryan, donc avec la veste, voilà, avec les froufrous blancs, juste voilà, Will Ospreay. Lui aussi, il est en blessure assez sérieuse, donc j'espère que ça va aller. Ouais, c'est chaud. Un voltigeur de malade. Ouais, un voltigeur de malade à l'AEW New Japan. Et j'ai mis sur les images de droite, en bas, on a Kenny Omega et en haut, on a Kazuchika Okada. Mais t'as mis Et des blessés, d'ailleurs. Omega, il est bof bof. Enfin, il est pas en grande forme, mais il catch encore. Mais en trio. Donc voilà. Euh, donc voilà, Kazuchika Okada et Kenny Omega, il n'y a qu'à voir leurs 5 ou 6 affrontements qu'ils ont fait au cours des années. Je crois que c'est leur quatrième ou cinquième match, c'est le match le mieux noté de tous les temps. Alors bon, c'est la vie d'un gars, mais voilà, mais c'est quand même des excellents matchs. Pouah, il faut aller les voir quoi. Donc c'est Pour, pour l'anecdote, pour Kenny Omega, donc le mec en bas à droite, il faut savoir que c'est un catcheur qui n'est pas à la WWE. Quand tu es à la WWE, étant donné que c'est la plus grosse compagnie de catch, dès lors que tu y vas, tu as forcément un rayonnement de malade. Tu es forcément connu tu deviens plus connu par beaucoup plus de monde. Et malgré ça, malgré le fait que je crois même qu'il a jamais mis un pied à la WWE, ou en tout non, je cas il crois a pas. jamais marqué là-bas les esprits, il est considéré comme étant le meilleur catcheur au monde. En tout cas, c'était le cas il y a 1 ou 2 ans. Depuis, il s'est quand même pas mal blessé. Ouais. Mais il y a quelques années, Ah il oui, était considéré comme étant le meilleur catcheur du monde sans avoir foutu les pieds à la WWE. C'est suffisamment rare pour le souligner, quand même. ah oui, le Omega, le Okada, même le Tanahashi d'il y a 10 ans. Omega Jericho aussi. Oui, ça s'est fait, oui, chez New Japan, je crois. Tout à fait. Yes. Même chose du côté des catcheuses, hein. Donc là, j'ai mis Trish Stratus, donc en bas au centre, et en haut à gauche, c'est Lita. Ce sont les deux catcheuses en fait qui ont fait du catch ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont les deux premières femmes à s'être pointées dans le ring pour faire du catch.
C'était pas le cas au début pour Trish Stratus. Au début, elle a été engagée en tant que valet, comme on dit. Donc son but, c'était d'accompagner des équipes en tant que presque de manageuse, hein, on va dire, d'équipe. Et elle était impressionnante parce qu'elle faisait du bodybuilding. Mais par contre, voilà, elle a commencé à apprendre le catch et elle a révolutionné le catch féminin, tout comme Lita. Par contre, Lita, donc en haut à gauche, qui, elle, a dès le début catché, par contre, hein. Elle n'a pas été engagée en mode poupée dès le début. Elle a tout de suite envoyé du lourd dans le ring. Donc, bien évidemment, si vous regardez un match de catch de ces deux femmes-là, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le catch féminin qu'on a aujourd'hui. Parce que le catch féminin a énormément évolué, Dieu merci, ces dernières années. Mais il faut voir ce qu'il y avait avant les deux-là, hein. C'était vraiment... il n'y avait pas de catch féminin en fait avant les deux-là. C'est aussi simple que ça. En haut à droite, deux catcheuses qui défoncent tout actuellement à la WWE, que j'adore. Donc deux japonaises, Kairi Zen et Io Sky. Io Sky considérée comme une, voire la meilleure catcheuse de sa génération, qui est exceptionnelle, euh, très talentueuse, très complète. Et pour l'autre japonaise, c'est le cas aussi. Elle est très 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 impressionnante. Oui, Fighting with My Family, c'est Paige. Ouais, bah, voilà. Alors, moi, côté femme, pareil, j'ai mis Io Sky parce que je l'adore. Enfin, elle est tellement. Ouais, elle a tellement. Ouais, enfin, tout ce qu'elle fait, tous ses mouvements, c'est hyper impactant. Enfin, c'est vraiment. Voilà. J'ai mis aussi Becky Lynch, qui est aussi vraiment le. Là où Lita était un peu genre vraiment la pionnière qui a pas vu le bout du chemin pour vraiment l'évolution du catch féminin. Becky Lynch, Charlotte Flair qui est en haut à droite, Mercedes Moné, Bailey. C'est un peu les catcheuses Mercedes Moné, quoi. qui ont complété vraiment le chemin. Becky Lynch, qui est la première, première femme à avoir fait l'événement principal, le main event de WrestleMania avec Charlotte Flair et. Ronda euh, Rousey. oui, voilà, tout à fait. Donc voilà, Becky Lynch, très bonne technicienne là aussi. Voilà, Charlotte Flair qui est en haut à droite que j'ai mis. Mercedes Modé qui est en bas à droite. En ce moment, elle a un truc où elle récolte plein de ceintures partout, sauf le titre principal de l'AEW, hein, qui a toujours été son objectif. Donc voilà, donc elle fait rayonner plein d'écuries partout dans le monde rien qu'avec sa présence. Ouais, là, elle en a 4, mais c'est à tel point que maintenant, elle les Elle en, porte plus. Maintenant, il y elle a en a 3 12, je mecs qui crois. se pointent Ouais, avec elle pour porter les titres. Elle en a 12. Pourquoi? Parce qu'elle en a elle, perdu un. elle a À un moment, perdu elle un, était à voilà. 13. Donc elle se fait chier dessus parce que tout le monde dit ouais, elle a de l'ego, mais en fait l'histoire c'est qu'elle va finir par les perdre, ça va la faire péter un câble. Et ouais, elle a jamais réussi à avoir le titre principal de l'AEW là où elle est signée en tant que principalement, mais elle va ailleurs. Et puis aussi, enfin, elle a fait l'un des meilleurs, aussi un excellent match. Alors à l'époque c'était Sasha Banks quand elle était à la WWE, mais Sasha Banks Bailey au NXT Takeover. Je crois que c'est New York ou Chicago, je sais plus. Parce qu'il n'a pas encore parlé de. Quoi? Ah, pardon, oui, 6, pardon, Matt. Oui, oui. En noir et blanc, c'est Tony Storm qui est chez la W aussi, pareil, une Et excellente c'est gimmick. Timeless? C'est J'ai plus Timeless le Tony titre. Storm, tout à fait. Où elle joue une Ah, sorte elle a de. gardé Tony Storm quand même? Oui, c'est Timeless Tony Storm où voilà, Ok, elle a le gimmick, un peu catcheuse des je années l'adore. 40. Elle a voilà Elle est superbe, je l'adore. personnalité, elle fait des matchs excellents. Et puis Ah ouais, en haut au milieu, c'est Lyra Valkyria, euh, ouais. que les gens un peu considèrent comme la fille spirituelle de Daniel Bryan, Bryan Danielson. Une Irlandaise. Donc comme Becky Lynch, qui est irlandaise Oui, aussi. c'est vrai. Donc Lyra Valkyria, excellente technicienne, elle fait des trucs de malade. Donc j'espère qu'elle aura le titre principal un jour. Donc voilà, c'est mon. Alors Mais, pareil, je suppose que c'est le cas de toutes les catcheuses ou presque, mais bon bah là j'ai vu l'entraînement de Lara Valkyra, mais oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon c'est Dieu, mais très très impressionnant. c'est inhumain quoi. Voilà. Oh là 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 là. Et là, La force qu'elles dégagent ces femmes, c'est je me suis fait un petit kiff pour la fin. J'ai mis moi mes titres préférés en termes de look. le design. Voilà, donc le titre des États-Unis en bas à droite. Au-dessus, on a le Winged Eagle, donc l'aigle ailé, qui est le titre principal de la WWE des années 90. Ouais, milieu 80, début 80, milieu 90. Et ensuite, actuellement, Ouais, on a Matt, carrément. je crois que c'est les championnats de la WWE par équipe qui est en haut à gauche. En dessous, on a le titre intercontinental qui a toujours été classe, quelle que soit sa version.
Quand même. J'aime bien le titre de la ECW, je sais pas pourquoi, c'est la nostalgie. Et puis en dernier, ce qu'on appelle la Big Gold, la Big Gold Belt, bah voilà, tout à fait. Le- Soit en bas à gauche, on a la Big Gold Belt qui est le champion du monde poids lourd. À la base, c'était le titre principal de la WCW, puis ça a été le titre poids lourd de la WWE, et aujourd'hui ils ont refait le titre, enfin ils l'ont un peu modernisé, donc il est pas aussi joli, mais il reste quand même très joli. Donc voilà, c'est un petit peu moi mes préférés, les jolies ceintures. Voilà, moi j'aime bien. Et sachez bien sûr que la WWE vend des Oui, ceintures, hein. Par euh, contre, il faut vendre un rein, puisque voilà, c'est 600 balles l'unité. voilà. Donc voilà, bien sûr, fuck WWE, ce sera un excellent mot de la fin, bien sûr. Ah bah c'est le, oui bah ça le pognon. Ouais, pas que malheureusement. Bah en fait, si tu veux, les comics et le catch, ça coûte très cher, mais au moins les comics, si tu claques 600 balles, tu peux bien remplir ta bibliothèque déjà quand même. Tandis que pour 600 balles dans le catch, t'as peut-être une ceinture quoi. Donc bon. Ça te divertit pas très longtemps. Ouais, voilà.